urbain. On a invité Monsieur Pierre-Jean Delahousse, qui est le président de Paysages de France. Bonjour. Bonjour. Alors le paysage, la France, des jolis paysages. On a des montagnes, on a des paysages très diversifiés. Et de temps en temps, on a une belle autoroute qui coupe ça en plein milieu. Ça fait une jolie balafre. On a une ligne de TGV. On a des industries. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Des ronds-points. Des ronds-points, voilà, il y en a partout des ronds-points. C'est bien ça le rond-point. Mais il y a des décors, hein, des fois c'est joli. Oui, c'est vraiment très très joli. Il y a eu un bouquin sur les ronds-points de France. Oui, c'est le patrimoine de demain. Ouais. On peut se frotter les mains. C'est le patrimoine vernaculaire, tu parles. Ah, voilà, le paysage et qu'est-ce qu'on voit dans certains types de paysages, enfin dans le paysage urbain. Si on se focalise sur le paysage urbain, on voit, Thierry, Qu'est-ce qu'on voit? Des panneaux publicitaires. C'est pas vrai. Si. Non, mais qui non? Allez, là, vous qui écoutez, levez le doigt, celui qui n'a jamais vu un panneau publicitaire. J'en vois pas. J'en vois pas, Thierry. Non, Non, mais il y en a partout. Voilà, des panneaux t'es publicitaires. couillon, Stéphane. Franchement, quand tu dis mais... Ah, c'est vrai. Attends. Ah, ouais. Bah, téléphonez-nous si vous n'avez jamais vu. Donc de la pub, on va parler du paysage et ce qu'on appelle classiquement un type particulier de pollution visuelle. Voilà, je vous mets au défi de traverser des grandes villes, Dijon ou Paris ou n'importe où en France, et de ne pas voir ces panneaux publicitaires qui défigurent le paysage. Mais c'est bon, Stéphane, on a compris, il y en a partout, il y en a trop, on va peut-être taper dans la butte maintenant. Ah bon? Pas dans les panneaux? On les coupe? Alors, ben oui, justement, il y en a beaucoup. Monsieur Pierre-Jean, combien y en a-t-il? Alors, on ne sait pas combien il y a de panneaux publicitaires en France. Il n'y a pas de statistiques. Quand les afficheurs sont interrogés, ils ne livrent pas de chiffres. On avait pourtant insisté pour en savoir plus dans le cadre du Grenelle de l'environnement, puisque les afficheurs se plaignaient qu'on allait les égorger vifs avec ce fameux Grenelle, alors que c'était le résultat, c'est exactement le contraire. Non, on ne sait pas. Nous, on sait très bien qu'il y en a un nombre considérable, que ça se chiffre en millions, et que sur ces millions de panneaux, il y en a beaucoup qui sont en plus, comme si ça ne suffisait pas, en infraction. En plus, des millions. Ah, sur Dijon, il y en a pas mal. Hein. Ouais, bon, il y en a un peu. Allez, sur l'agglo, il y en a à peu près 1500. Voilà, je vous donne le chiffre. Hein. Je vous dirai pas exactement combien, parce que personne ne le sait d'ailleurs. Mais il y en a pas mal. Alors, des panneaux. Donc, justement, on a abordé des panneaux illégaux. Alors, juste avant, on va définir un peu ce qu'est un panneau publicitaire. Il y a différents types de panneaux publicitaires. Il y a ce qu'on appelle communément les 4x3, les panneaux sucettes, abribus et puis d'autres. Oui, bon, il y a différentes catégories, disons. Il y a deux grandes catégories, les panneaux muraux, hein, qu'on installe sur une façade ou sur un mur, et puis les panneaux qui sont plantés dans le sol. Ce qu'on appelle dans la loi les panneaux scellés au sol. Ce sont les deux grandes catégories. Ensuite, il y a d'autres catégories. Il y a de la publicité sur toiture, ce qui est assez rare. Il y en a surtout à Paris, il n'y en a pas en province. Il y a ce qu'on appelle les préenseignes dérogatoires, qui, elles, effectivement, sont extrêmement nombreuses et donc font le chiffre lorsque j'ai parlé de plusieurs millions tout à l'heure. Ça, c'est celles qui sont avant les entrées de ville. Voilà, qui sont hors agglomération. Et quand tout à l'heure on a parlé de 1500 panneaux à Dijon, évidemment, il n'y a pas de préenseigne dérogatoire, puisque dans les grandes villes, il n'y a que de la publicité et puis des enseignes, parce que les enseignes sont aussi des dispositifs publicitaires. Et alors là, il y en a aussi des millions. Wow. Et oui, un truc dont on avait parlé, Thierry, je vais l'aborder tout de suite. On se plaint donc de la pollution visuelle. Et aussi, voilà, on va faire cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on voit sur les panneaux publicitaires? Toute cette incitation à la consommation. Thierry se marre. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il m'expliquera tout à l'heure. Il me froid, bon, comme d'habitude. Voilà, non, mais ce qu'on veut dans l'émission dénoncer, faire remarquer, c'est donc cette incitation à la consommation et aussi cette dévalorisation du patrimoine. On voit des panneaux publicitaires qui sont devant des églises, devant certains bâtiments très remarquables, ou même d'une façon générale, un paysage très remarquable. Et voilà, selon dont vous prenez la photo, vous montez
vous avez une jolie photo de paysage ou une jolie photo, paf, avec un panneau publicitaire dessus. C'est pas aussi cool. Thierry. Non, mais continue. Thierry dans son truc, et le café a eu du mal à passer tout à l'heure. Le café passe très bien, mais non, mais continue. Des fois, j'aime bien quand tu rames, ça me fait marrer. Ouais. Vas-y. Il est habitué, il est expert pour ça. Donc voilà, la consommation. Non mais alors je vais venir rapidement. Donc incitation à la surconsommation, on achète tout plein de trucs dont on n'a pas besoin parce que de toute façon on n'aurait pas vu ça. Il y a aussi, on vous dit de faire du vélo, mais on voit de la publicité pour les voitures partout. On dit de bien manger, on voit de la publicité pour la malbouffe. Il y a des panneaux publicitaires, de toute façon la plupart du temps ils sont le long des routes, donc ne regardez pas la route, regardez les panneaux, vous risquez d'avoir un accident. Mais on n'en parle pas de tout ça, ça paraît normal tellement c'est intégré dans le paysage justement, ces panneaux publicitaires. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière et voilà. Tout ça. Le propos c'est plutôt tellement ça n'est pas intégré dans le paysage justement. Oui. C'est-à-dire que les citoyens sont quand même habitués d'une certaine manière, conditionnés à un tel point, ce qui est d'ailleurs gravissime, que d'une certaine façon, ils ne les voient plus de façon consciente. Et c'est justement l'un des rôles de Paysage de France, et l'un de ses objectifs, c'est d'essayer d'apprendre aux citoyens, ou de réapprendre aux citoyens à regarder, à ouvrir les yeux et à voir le paysage, et dans les deux sens du terme, c'est-à-dire ce qui le détruit, ce qui l'abîme, et en même temps, ce qui en fait la beauté. Donc cette pédagogie du paysage est extrêmement importante. D'ailleurs, Jacques Lang a écrit récemment un livre qui s'appelle « Ouvrons les yeux » et le titre dit tout. D'accord, donc si je résume, vous ouvrez les yeux mais vous, par contre, vous ne regardez pas les panneaux publicitaires. Il y a autre chose à voir. Non, mais par contre, quand j'en discute avec des amis, souvent c'est « oui, les panneaux publicitaires, je ne les vois pas ». En fait, c'est faux. Il y a 10 pubs, vous n'allez pas voir. La 11e paf, ça va être pour vous parce que, je sais pas, vous cherchez une voiture, vous cherchez un truc et ça va vous concerner. Donc, de toute façon, on est tous touchés, d'une façon ou d'une autre. Puis même si on n'est pas touché, de toute façon, voilà, ça dégrade le paysage. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour beaucoup de gens qui disent « je ne les vois pas », c'est-à-dire que pour eux, ils traversent des secteurs extrêmement pollués qui ne sont pas du paysage pour eux. Parce que pour la plupart des gens, le paysage, ça a une autre définition, oui, c'est pas tout ce qu'on voit. Le paysage, pour eux, ça garde une connotation très positive et ils vont employer le mot paysage en général pour des paysages justement de qualité ou des paysages où ils se sentent bien, des paysages ruraux, des paysages de vacances, etc. Voilà, oui, tout simplement, sur un grand boulevard, on ne considère pas que c'est un paysage. Voilà, pour les gens, c'est pas un paysage, c'est une espèce de décor qu'on regarde même pas, on traverse et puis on rentre chez soi. Et on essaye de se mettre un peu à l'abri de tout ça. Voilà, c'est laid, ça doit être laid, point. Bon. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'y réfléchit même plus. Alors, ces panneaux, bon, on a fait un petit tour très rapidement. On va entrer dans le vif du sujet, et pas facile, la réglementation. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est réglementé. Normalement, je dis bien normalement, j'insiste lourdement, normalement, les publicitaires n'ont pas à mettre des panneaux publicitaires partout. C'est-à-dire, il y a des normes, il y a des règles, il y a des lois. En gros... Alors, la réglementation est extrêmement complexe, elle est volumineuse. Dans le cadre du Grenelle, à lui seul, l'affichage publicitaire représente 30% du corpus juridique, donc c'est énorme. Du corpus juridique, ça veut dire... C'est-à-dire de tous les textes concernant l'environnement. Donc 30% de oui, textes alors de l'environnement. ce sont des textes qui ont été concoctés par les afficheurs avec la complicité depuis toujours. Autant qu'ils soient écrits par eux, ils sont compétents. Voilà, c'est ça. Ils savent très bien ce qui les intéresse, et en fonction de ce qui les intéresse, ils font la loi. Bon, alors, si on veut maintenant entrer dans le détail, c'est impossible. Donc je vais donner quelques exemples simples. Par exemple, dans les agglomérations, les villes de moins de 10 000 habitants, à condition qu'elle ne fasse pas partie de ce qu'on appelle une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Dans ces villes de moins de 10 000 habitants, les panneaux sur pied, donc vous savez, les grands 12 mètres carrés sur poteau, sont interdits. Voilà, par exemple, un encadrement de la loi, du Code de l'environnement. Bon, un autre exemple que je peux donner, dans les parcs naturels régionaux, la publicité est interdite. On peut cependant déroger. Même interdiction à proximité des monuments historiques, ou plus exactement dans le champ de visibilité, de vision d'un monument historique. Mais là encore, on peut déroger. Je vais donner un dernier exemple parce que sans ça, on n'en finirait plus. Par exemple, on ne peut pas mettre un panneau publicitaire sur une façade de maison ou d'habitation comportant une ouverture de plus de 1 demi-mètre carré.
J'allais dire une petite Et fenêtre, quoi. Voilà, une toute petite fenêtre. Bon, ça va être un peu élargi dans le cadre du Grenelle, c'est-à-dire que ça sera valable pour tous les bâtiments et pas seulement pour les habitations. Oui. Et à chaque fois, donc, on peut dire, dans certaines conditions, on peut dire, finalement, on va autoriser. C'est ça. Alors, les mairies peuvent prendre ce qu'on appelle un règlement local de publicité qui va aménager le cadre général de la loi, mais qui, justement, permet à la fois de restreindre, mais en même temps de déroger à certaines interdictions. Et c'est ça que personne ne connaît, en fait, ou c'est très très mal connu. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un règlement de publicité dans une commune, on nous dit, voilà, on va diminuer la publicité, ça va être mieux, etc. Sauf que, en même temps, en général, presque toujours, on crée des zones où la publicité serait interdite s'il n'y avait pas de règlement de publicité, et où la publicité est réintroduite, c'est-à-dire on l'y autorise dans ces secteurs. Donc vous voyez que c'est assez ambigu. En fait, il y a un cadre, après on fait ce qu'on veut, quoi. Il y a un cadre et on fait quasiment ce qu'on veut, puisqu'on peut très bien se retrouver dans un parc une commune d'un parc naturel régional où la publicité est censée être interdite et où le maire va décider de réintroduire la publicité jusqu'à la hauteur quasiment du régime général. Et inversement, on peut très bien imaginer une commune, et ça existe, qui n'a aucun patrimoine historique, qui n'est pas dans un parc naturel quelconque, et qui n'a pas un seul monument, et qui va prendre, pour tout simplement la qualité de vie de des habitants, qui va prendre un règlement publicitaire restrictif. Donc on peut avoir des règlements de publicité, des situations où l'espace est bien mieux protégé dans des villes sans aucun caractère, au sens habituel du terme, et inversement, des communes de parcs, par exemple, pour prendre un exemple simple, qui vont être tout à fait marquées par l'affichage publicitaire. On a des exemples, un des derniers exemples qu'on a, par exemple, c'est le PNR du Gâtinais français, pas très loin de Paris, où il y a une commune notamment qui a décidé de mettre des panneaux scellés au sol parce qu'elle le pouvait. Bon, je ne peux pas entrer dans les détails, l'explication c'est très complexe, mais où elle a mis les panneaux scellés au sol de 8 mètres carrés défilant éclairés. Pas mal pour un parc naturel. Ah comme ça, quand on se sent plus trop à l'abandon dans la campagne. Il y a un petit côté urbain, civilisé. Bon, moi j'ai une question à te poser. Bon, finalement, la pollution visuelle, là, on peut dire qu'en fait c'est tout ce qui dégrade de notre lecture de l'environnement. En gros, c'est ça, pour le dire rapidement. Moi, ce que je voudrais savoir, dans la mesure où un paysage c'est vivant, parce que c'est vivant. Je voudrais savoir où est-ce qu'on pose le curseur. Parce que des vieilles enseignes, moi je suis plutôt pour. Là, ça rentre dans le champ patrimonial. Une vieille publicité peinte, genre thermolactyle, le mec qui est sur ses fils, qui est encore en bon état sur une façade. Moi, je suis content de la voir. Donc, à partir de quand on considère que cet élément-là, inscrit dans ce cadre-là, le dénature et devient une pollution visuelle. Où est le curseur à partir du moment où le substrat est vivant? Nous, c'est une approche de simple bon sens. On arrive dans une ville, on voit, par exemple, je viens de le voir ce matin dans certains quartiers de Dijon où c'est pas triste. Bon, vous voyez un quartier bardé de panneaux de 12 mètres carrés, de 8 mètres carrés, défilant éclairés. Vous ne posez pas de questions, vous dites tout ça, il faut que ça disparaisse, point final. Alors ça, après, effectivement, on peut entrer dans le détail. Et concernant les enseignes, là, effectivement, les enseignes, de toute façon, l'enseigne, c'est un droit absolument inaliénable. Et l'enseigne peut être de qualité, il y a de très belles enseignes, il y a tout un travail à faire sur les enseignes pour qu'elles soient esthétiques, empêcher aussi les enseignes ravageuses de 300 mètres carrés sur certains bâtiments commerciaux, comme on voit dans les zones commerciales, avec des lettres géantes et des couleurs ultra agressives, au profit d'inscriptions plus discrètes, plus harmonieuses, plus intégrées, etc. Nous, on n'est absolument pas contre le fait que les commerces communiquent et se fassent connaître, c'est tout à fait légitime. Mais ça, les enseignes, c'est quand même un cas un peu différent de la publicité. Quant à la publicité, on n'est pas contre, en tout cas, Paysage de France n'est pas une association publiphobe, mais elle estime que la publicité n'a pas à occuper le terrain au point de dégrader totalement le cadre de vie des citoyens, au point de s'imposer partout. Il faut garder raison, il faut la remettre à sa place. D'accord. Ouais. Thierry, peut-être qu'un jour tu verras une vieille publicité pour un hamburger. Ah ouais, elle a plus de 70 ans, celle-là elle est cool, non? Ah mais ouais, les vieilles plaques en tôle émaillées des années 50, ça a un charme fou. Mais c'est comme ça, si tu veux, le paysage est vivant, le patrimoine aussi. Ouais. Après, c'est vraiment une question en fait d'intégration, de rapport à. Ouais.
Juste pour revenir sur la réglementation existe depuis longtemps. Ça fait Alors la longtemps que- réglementation, bon, il y en a eu dans le passé. Disons que la règle sur laquelle on vit actuellement date de 79. Il y a eu une loi, donc, suivie de décrets. Et ensuite, il y a eu plusieurs modifications, notamment en 1995. Puis récemment, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, où il y a eu quelques modifications substantielles. Et justement, quand tu dis substantiel, si j'ai bien compris, un peu comme tu disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de lobby derrière pour... Mais c'est-à-dire qu'au départ, dans le processus du Grenelle, où notre association Paysage de France était quand même très présente, on a... Oui, vous êtes la Paysage de France, c'était la seule association? Non, on n'était pas la seule, mais une des disons qu'on principales, était quoi, l'une des c'est ça. principales, je dirais, et surtout, on était l'association qui connaissait le mieux le sujet, qui était en mesure d'analyser les conséquences des décisions qui pouvaient être prises et dont les conséquences qui échappent évidemment à ceux qui ne connaissent pas très bien les subtilités de la réglementation, parce que les afficheurs sont spécialistes pour trouver les failles dans les réglementations. Bon, alors, dans le cadre du Grenelle, il y a eu quelques avancées qu'on a obtenues, on peut même être assez fiers de nous-mêmes pour ça. Mais on a surtout, nous, mis en avant les reculs parce qu'il y a eu des reculs. Alors, au début, c'était très bien parti, comme je le disais à l'instant. D'ailleurs, la ministre de l'époque, la secrétaire d'État de l'époque, qui est devenue ministre par la suite, Nathalie Kosciusko-Morizet, était tout feu, tout flamme. Elle était la première, moi je me souviens très bien, dans son bureau, elle était la première à dire on ne peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur, il y en a marre, il faut que les afficheurs comprennent. Et puis 3 ans après, à la place, c'était tout à fait différent la chanson, ou plus exactement, il n'y en avait plus du tout, parce que NKM, qui était ministre à l'époque, elle avait bien compris que c'était un sujet ultra sensible. Entre-temps, les afficheurs avaient fait des démarches, avaient exercé même, on peut parler de pression, je dirais même ils ont fait un véritable chantage pour déconstruire ce qui avait été fait, les décisions qui avaient été prises dans le cadre d'un projet de décret, au point que finalement le processus du Grenelle en matière d'affichage a été totalement vidé de son contenu, avec des élargissements invraisemblables. Je pourrais donner des exemples si on me le demande. Ah bah tiens, vas-y, on te le demande, parce que ça... Alors par exemple, je vais donner un exemple qui est très simple, c'est que avant... le Grenelle limite la publicité, désormais, les panneaux publicitaires à 12 mètres carrés. Bon, très bien, énorme avancée. Pas du tout. D'abord, c'est pas une avancée. Pourquoi ? Parce qu'avant, effectivement, c'était limité à 16 mètres carrés, sauf qu'il n'y en avait pas de panneaux de 16 mètres carrés. Donc, il n'y a pas d'avancée, puisqu'il n'y en avait pas. Bon, et encore, ça, c'est rien. C'est anecdotique, c'est pour la rigolade. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'avant, on pouvait dépasser les limites, c'est-à-dire aller au-delà de 16 mètres carrés, donc faire des panneaux ou des bâches publicitaires, comme on dit, qui pouvaient avoir 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Mais pour installer de telles publicités, c'était une procédure très complexe. Il fallait, dans un règlement local de publicité, instituer ce qu'on appelait donc des zones de publicité élargies. Résultat, en France, il y avait à peu près une quinzaine de villes qui avaient des ZPE, dont évidemment l'essentiel autour du périphérique, à Paris. Parce que là, évidemment, il y a énormément de gens qui passent, donc les afficheurs sont très intéressés par ce coin. Alors, l'un des miracles du Grenelle, c'est d'avoir décidé que désormais, dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, plus toutes les villes de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, dans toutes ces villes, maintenant, le maire peut, au cas par cas, autoriser des publicités sans limite de surface autre que le support. Ah, c'était pour diminuer la tâche administrative, ça, non ? Écoute, tout ce que je sais, c'est que donc on risque de voir fleurir, il y en a déjà pas mal à Paris, dans les grandes villes, on risque de voir fleurir ces bâches. Surtout, alors on peut s'en prémunir si les mairies prennent des règlements locaux de publicité, les interdisant ou en limitant la surface. Mais ça, c'est quand même, si vous voulez, une caricature. On nous bassine avec un projet de loi et de modification de la réglementation pour réduire la publicité. On nous sort du chapeau un lapin en nous indiquant maintenant, désormais, oui, on réduit la publicité et on pourra mettre des publicités sans limite de surface. Bravo. Génial. C'est bien. On va continuer avec un petit morceau de musique. Voilà, on va faire une petite interruption là. On va écouter Come on Then, The Cold Store. Where everybody meets everybody well. And I look at them, I look at me, I wonder what's become of me. And I look at them, I look at me, I
wonder what's become of me. Nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus, toujours avec Thierry et avec donc Pierre-Jean Delahousse, président de Paysages de France. Et alors une question qu'on se posait hors antenne. Là, on critique un peu, on n'a pas trop critiqué encore, mais les panneaux publicitaires qui dégradent donc le paysage, comme vous l'avez compris. Mais est-ce qu'on est tout seul ? Il y a beaucoup de monde qui critique les panneaux publicitaires. Enfin, D'une manière générale, à partir du moment où les citoyens les voient et qu'on les interroge, et qui commencent à regarder effectivement un panneau publicitaire, la grande majorité des gens trouvent que c'est moche, n'en veulent pas, en veulent moins. Lorsque le maire de Grenoble a décidé de supprimer les panneaux publicitaires sur le domaine public, ou du moins une partie d'entre eux, il y a eu tout de suite des sondages, plus de 70% des gens étaient tout à fait d'accord avec lui, et les gens étaient très contents. Et il y a régulièrement des journaux qui font des sondages, donc lorsqu'on parle d'affichage publicitaire, et la majorité des gens, ça tourne toujours autour de 70 à 80%, dénoncent l'affichage comme étant une pollution, une agression et tout ce qu'on voudra. De toute façon, c'est dans le code de l'environnement. Je veux dire, ça fait quand même presque plus de 35 ans que c'est défini comme ça. L'affichage publicitaire fait partie des pollutions, des risques. C'est dans le livre qui traite des pollutions, des risques et des nuisances. Oui. Bon, et puis, comme je le dis parfois, le jour où un afficheur, le jour où Deco mettra un panneau publicitaire dans son jardin, on en rediscutera. Mais pour l'instant, il les met chez les autres, et dans le jardin des autres, pas chez lui. Donc néanmoins, on peut quand même considérer que la légitimité de l'action de ton association s'appuie quand même finalement sur la demande des 3/4 de la population, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est régulièrement appelé, c'est ce que je disais hier, on est régulièrement appelé par des personnes, des particuliers, disons, qui s'occupent que de leurs propres problèmes, d'une certaine manière, mais qui se plaignent parce qu'il y a un panneau pas loin de chez eux, dans le jardin du voisin, en face, etc. C'est atroce, je peux plus supporter ça, je le regarde plus, je sais plus comment faire, je ferme mes volets, etc. Mais ça, c'est tout le temps maintenant. Alors. Ouais. On voit bien qu'il y a quand même un rejet c'est considéré comme une pollution, et ceux qui en mettent, c'est parce qu'ils touchent un peu d'argent, c'est tout. Oui. Alors, justement, une petite présentation de Paysages de France, parce qu'on a parlé justement des actions que tu fais là, légales, on en a un petit peu parlé. Ça représente quoi, Paysages de France? Ça existe depuis longtemps? Alors, Paysages de France a été créé en 92. Un petit peu, je dirais que le problème de l'affichage publicitaire a été un peu à l'origine de l'association parce que les personnes qui l'ont créé ont essayé dans un premier temps d'agir dans le cadre d'autres associations. Il s'est avéré que les associations existantes, il fallait traiter le problème nationalement, bien entendu, puisqu'il y a une réglementation nationale. Il s'est avéré qu'aucune association véritablement n'était prête à agir dans ce domaine, soit parce que c'était pas dans sa tradition, soit parce qu'ils ont d'autres sujets, parce qu'il y a 1000 sujets importants de l'environnement. Et c'est pour ça que finalement a été créée cette association qui s'est assez spécialisée dans le domaine de l'affichage publicitaire, même si c'est pas le seul domaine d'action. Donc créé en 92, au début on connaissait pas très bien la réglementation, on savait pas trop ce qu'il fallait faire, donc ça a été des démarches amiables, des réunions, des colloques, des conférences à la préfecture, au ministère même. Je me souviens tout au début de l'association, il y a eu une réunion à Paris avec Barnier, qui était ministre à l'époque de l'écologie, à la Villette, etc. Puis au bout de 3-4 ans, on s'est aperçu que finalement tout ça c'était bien gentil, on nous faisait des tas de compliments, on recevait des lettres d'amour de tout le monde, sauf qu'il n'y avait strictement rien qui bougeait, c'est-à-dire il n'y avait jamais un panneau qui giclait, et quand on disait mais il y a quand même des panneaux en infraction, on disait oui, il y a des panneaux en infraction, etc. Mais finalement rien ne bougeait. Et c'est là qu'on a décidé quand même de changer un petit peu de méthode, qu'on a fait non pas la chaise vide, je dirais, mais qu'on a cessé de participer à des réunions parce qu'on a considéré que c'était une pure perte de temps, et qu'on s'est mis à, notamment concernant la réglementation, puisque beaucoup de panneaux étaient en infraction, beaucoup, à voir comment on pourrait la faire appliquer. Les démarches amiables étant la plupart du temps vouées à l'échec, on a été conduit progressivement à saisir la justice. Et on s'est mis à faire lorsque les préfets ou les maires refusaient d'agir lorsqu'on leur signait les infractions, on s'est mis tout simplement à saisir la justice administrative notamment. Ouais, c'est pas anodin quand même.
C'est parce qu'on y a été contraint, hein. C'est malgré nous. C'est un énorme travail, c'est très difficile pour une association d'aller au tribunal, hein, d'aller en justice. Ça demande beaucoup de temps. Et donc c'est contraint et forcé qu'on a finalement décidé de choisir pour partie cette voie, puisque l'autre partie, c'est la sensibilisation, bien sûr. C'est-à-dire on essaye de convaincre les élus, les maires, tout ce qu'on voudra, d'une part de faire respecter la réglementation, et d'autre part d'en prendre de nouvelles, locales, qui soient plus respectueuses des citoyens, de l'environnement, etc. Et justement, ce que j'allais dire, c'est que d'emmener soit les maires, soit les préfets, parce qu'ils ne font pas agir la réglementation locale, les emmener devant le tribunal administratif, enfin, devant la loi, c'est une des marques de fabrique de Paysages de France, quoi, j'ai envie de dire. Parce que dans ce domaine, en tout cas, oui, on est quasiment... Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, de toute façon, quoi. Ben, c'est-à-dire que quand on fait parce que nous, on est très patients, on est des écolos, donc on est des petits moutons, on est gentils, etc. Mais bon, il ne faut pas quand même se moquer des petits moutons trop. Donc quand au bout de 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, rien ne se passe, ben, il y a un moment où on est bien obligé, on baisse les bras et on fait un autre dossier avec un autre maire à Wallis et Futuna en espérant qu'ils nous répondront. Non. Donc il y a un moment où on en a marre, on saisit le tribunal administratif et comme par hasard, les choses bougent. Ça bouge, oui. Voilà, Puisque, sans même une question avec Paysages de France, est-ce que vous travaillez justement avec les administrations culturelles ou les administrations du patrimoine, en particulier les administrations du patrimoine, dont c'est quand même aussi une partie du boulot de préserver le patrimoine paysager? Pas spécialement, parce qu'en fait, c'est plutôt les DREAL là, qui gèrent l'affichage publicitaire, mais il y a très très peu de fonctionnaires qui s'en occupent. En réalité, sur les 21 DREAL qu'il y avait en France, dans mon souvenir, il n'y en avait que 6 ou 7 qui se préoccupaient un tout petit peu de l'affichage publicitaire. Et il y a des inspecteurs des sites qui véritablement suivent le dossier et connaissent la réglementation, parce qu'il faut la connaître. Il y en a, on peut les compter sur les doigts d'une main. Moi, j'ai rencontré souvent des gens de ces administrations qui découvraient tout avec nous, je dirais. Mais c'est pas une critique que je fais, hein, c'est un domaine à part, ils sont débordés de travail, ils ont plein de priorités. Et donc, on voit bien que c'est un domaine qui est un peu à l'écart. D'autre part, ils ont une vision très patrimoniale des choses, ce qui n'est pas du tout notre cas. C'est-à-dire que pour eux, un monument, on protège les monuments, les centres urbains, anciens, etc. Et puis le reste, de toute façon, c'est même plus du paysage pour eux non plus. Et, sauf certains, hein, moi j'en ai rencontré un, notamment à Lyon, qui était très sensible et qui découvrait et qui était d'accord avec nous en disant oui, mais tout est paysage et on doit aussi considérer que les périphéries urbaines complètement saccagées, c'est du paysage, il faut les réhabiliter, il faut agir, c'est le paysage de tous les jours, celui qu'on voit tout le temps, celui qu'on nous impose, il faut agir, mais c'est pas la démarche habituelle. Et puis ils ont d'autres priorités, je répète, il y a un patrimoine historique très important en France, qui d'ailleurs tombe parfois en ruine. On comprend aussi qu'ils aient des urgences, leurs propres urgences. Oui, ça s'entend bien, on a reçu les gens de l'Adréal, c'est vrai que il y a du boulot aussi pour eux, c'est clair. Je me demandais aussi dans ton asso, est-ce qu'il y a beaucoup d'architectes, de paysagistes, de gens dont c'est la profession Pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que les paysagistes sont des gens, c'est une profession très honorable. Ou des urbanistes même. Voilà, alors des urbanistes peut-être un peu plus, effectivement, mais les paysagistes sont des gens qui aménagent, c'est des aménageurs, d'une part, du paysage, et deuxièmement, les paysagistes, ce sont des gens qui ont envie d'avoir des commandes, et pour avoir des commandes, il faut être bien vu des communes. Alors si vous commencez à parler d'affichage publicitaire, tout le monde voit rouge. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des études paysagères, ça en est à un point même caricatural, on va parler du paysage sur 150 pages, mais il y aura pas, parfois il n'y aura pas une ligne sur l'affichage. Je peux donner un exemple qui remonte à il y a 10 jours, 3 semaines, 15 jours. J'étais invité par le parc naturel régional du Livradois Forez, donc en grande partie dans le Puy-de-Dôme. Et donc le parc avait commandé une étude paysagère très intéressante sur le principal axe traversant du nord au sud le parc sur 100 km. Et donc, cette étude paysagère a donné lieu à une exposition, il y avait une inauguration, il y avait tout le monde était là, y compris le président du conseil général d'ailleurs du Puy-de-Dôme. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'y avait pas une seule fois sur toute l'étude, et dans toute l'exposition, la moindre allusion au fait qu'il y avait malheureusement, malgré ce qu'avait fait Paysages de France, là, où on a beaucoup agi dans ce secteur aussi, pas une seule allusion à des pollutions visuelles absolument invraisemblables dues à des enseignes tapageuses et à des panneaux publicitaires.
Alors heureusement, on avait été invité par le parc naturel régional, on a pu justement en parler, sans polémiquer, mais en parler. Alors pourquoi nous ont-ils invités? Parce que probablement aussi, d'une part, on avait agi. Hein, il y a eu quand même 3 procès contre l'État dans le cadre d'infractions commises dans ce parc il y a quelques années, plus d'ailleurs des actions en justice contre 2 des plus grands afficheurs, hein, Decaux et Claire Chanel. Et donc on nous a invités, on nous a donné la parole et bon, évidemment on a un peu rappelé, attention, on a agi il y a quelques années mais ça revient, il faudrait faire quelque chose. Voilà, donc on voit bien que les paysagistes ont tendance à un peu éviter, je dirais, esquiver le problème parce que c'est un problème sensible. Parce que dès que vous parlez de ça, il y a ensuite de la part des maires certaines crispations. C'est-à-dire qu'un paysagiste, après, il pourrait ne pas en prendre un contrat ou des choses comme ça. Oui, le risque, il est très clair. Hein. S'il commence à dire, voilà, il faut nous enlever ça, alors il peut le dire très discrètement, il y en a qui sont plus ou moins. Mais c'est évident que c'est un sujet conflictuel, parce que les maires, d'une manière générale, ont, il faut le reconnaître, peur, je dirais, entre guillemets, des acteurs économiques locaux ou des acteurs économiques tout court. Hein. Quand vous avez un supermarché dans le coin ou un hypermarché dans le coin, vous êtes à la botte de cet hypermarché. Moi, je connais le cas d'un règlement de publicité, justement dans un parc, c'était marrant, où on avait... ce parc avait décidé dans son règlement d'interdire les enseignes sur toiture, qui impactent beaucoup le paysage, surtout dans les régions montagneuses. Et le règlement prévoyait de les interdire partout, sauf sur le toit du carrefour du coin. Donc c'était un cas particulier. D'ailleurs, dans le règlement de publicité de Dijon, j'ai vu qu'il y avait des raisonnements de ce type aussi. Je peux poser une dernière question sur l'assaut? Vas-y. Si j'ai bien compris, il y a beaucoup de procédures. Alors actuellement, si vous voulez, on a fait condamner l'État français 67 fois, ce qui est quand même beaucoup, parce que c'est un énorme travail. Hein, il faut bien voir, surtout que les procédures durent, c'est très long, hein, ça peut durer 3-4 ans. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des gentils écolos, donc on est patients. Donc on attend parfois 3 ans avant d'attaquer en justice. On espère toujours que les choses se dénoueront à l'amiable. Et puis il y a eu aussi des actions directement contre les afficheurs. Mais on a moins tendance à agir contre les afficheurs pour plusieurs raisons. Vous n'avez pas acheté de tronçonneuse et fait tomber... C'est plus facile de faire tomber un panneau, ou tomber un arbre qu'un panneau publicitaire, en fait. Oui, c'est plus facile de faire tomber un arbre, malheureusement, qu'un panneau publicitaire. Et puis, Mais du coup, excuse-moi, mais ça a un coût, tout ça. Comment est-ce que vous trouvez comment tu fais tourner la boutique? On se débrouille essentiellement entre bénévoles. On a aussi des avocats qui sont adhérents. Et puis, comme notre action est quand même... très, je veux dire, bon, ça marche, hein, on gagne nos procès. Tout simplement, l'État ou les afficheurs sont condamnés à nous verser des dommages-intérêts, il faut quand même le savoir. Il y a eu pas mal de condamnations ces derniers mois encore, et l'une des récentes, c'était le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, je me souviens plus exactement de la date, mais je crois que c'est octobre 2014, et il y en a eu 3 ou 4 dans la foulée. Alors c'est vrai, un peu exceptionnel, mais on a quand même eu 10 000 euros de dommages-intérêts, plus 2 000 euros de frais, ou 2 500, je me souviens plus, de frais de justice. En général, c'est pas 10 000, mais c'est plutôt 1 000 ou 3 ou 4 000. Mais je veux dire, ça nous permet de vivre. On est des bénévoles, on n'a besoin de rien, et les écolos se contentent de peu. Donc il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème financier. Nous, ce dont on a besoin, c'est de troupes. Quand je dis des troupes, c'est-à-dire des adhérents, parce que plus on est nombreux, plus on peut peser auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer dans le bon sens et les pratiques et la réglementation. Oui, c'est ça. Et Paysage de France s'est implanté un peu partout, donc en France, et marche, si je comprends bien, aussi pas mal avec les bénévoles qui font du repérage sur le terrain. C'est ce qui est long. Hein. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a passé plus de 2 heures. On a fait une quinzaine de panneaux. Et encore, on aurait pu passer toute la journée, voire nettement plus, quoi. Donc c'est hyper chronophage, c'est long de référencer, de voir, déjà dans ce qu'on parlait au début, d'avoir l'œil pour voir si le panneau est déjà légal ou pas. Au-delà du purement, il serait bien qu'il ne soit pas là parce que ça dégrade le paysage. Mais déjà référencer tous les panneaux illégaux, parce qu'il y en a beaucoup. Et recensement du terrain, prise de notes, etc. J'ai vu que dans les Paysages de France, pour chaque infraction, il y a une fiche à remplir, à détailler, puis après c'est lancer la procédure, etc. Ça demande du boulot, donc il y a besoin de correspondants locaux. Il y en a sur Dijon, mais vous pouvez, si ça vous intéresse, contacter Paysages de France pour participer.
Donc c'est pas mal, quoi. Il est certain que sans relais locaux, l'association ne peut pas agir, ou n'agit pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas possible. Il faut que des personnes signalent des infractions. Si elles ne les connaissent pas, elles sont formées, on leur tient la main d'une certaine manière. Hein, c'est pas condescendant ce que je dis, c'est le contraire, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on tenait la main qui maintenant nous en apprennent, beaucoup. Et à ce moment-là, on peut être très efficace. Donc c'est vrai que on a besoin de correspondants, de gens sur place qui puissent agir, sachant que quand même, ce que je voudrais insister aussi là-dessus, parce que j'en ai pas du tout parlé, c'est que ces actions-là, c'est pas uniquement des actions, de faire respecter de façon la loi à tout prix, une espèce d'obstination. Pas du tout, c'est que ça a un effet à la fois pédagogique et dissuasif. Pourquoi pédagogique? Parce que ça fait parler de l'affichage publicitaire, autrement dit que les gens ne voyaient pas les panneaux, ne les voient pas tellement, et les élus encore moins. Quand on en parle un peu dans la presse, quand un préfet se fait condamner, etc., on en parle. Et les gens commencent à se poser des questions. Et comme par hasard, les gens prennent conscience qu'il y a un vrai problème. Et ça devient un problème. Et ça devient un problème de société. Et donc, on peut espérer faire avancer les choses. Et à ce moment-là, notamment que les communes concernées prennent un règlement local de publicité. Et ça a un effet dissuasif, tout simplement parce que là où on sévit, entre guillemets, là où on agit, où on fait respecter le code de l'environnement, ce qui est quand même la moindre des choses. Hein. Quand on défend l'environnement, si on n'est même pas foutu d'en faire respecter les lois destinées à le protéger, je me demande à quoi on sert. Donc, là où on sévit, entre guillemets, les afficheurs, après, au bout de 2-3 fois, ils arrêtent d'en mettre parce que ça leur coûte cher. Hein, les démontages, ça coûte très très cher quand c'est des grandes enseignes de 25 mètres de haut. La grue et tout ça. C'est des grues et tout. Il y a eu des cas où il y a des grues qui ont travaillé pendant 30 jours dans certains coins. Waouh. On y reviendra peut-être après la pause. Allez Thierry, c'est... Alors qu'est-ce qu'on a prévu? Ah oui, Bastien l'Allemand avec 1 million d'années. C'est long. Retrouver sur la route cet été l'hôtel où vous étiez arrêté. On dirait l'été dernier. Ça fait 1 million d'années. On dirait que ça vient d'arriver. Nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit sur Radio Campus. On continue à parler du paysage de Bonheur le matin. Et donc on a fait un peu le tour rapidement, succinctement, comme d'habitude Thierry, on va pas rentrer dans tous les détails, de ce qu'est un paysage. Et voilà, on a bien pas mal dégrossi sur la côté panneau publicitaire. Vous avez compris qu'on a comme invité aujourd'hui Monsieur Pierre-Jean Delahousse, président de Paysage de France, qui nous a, sans entrer dans tous les détails, puisque là on fera une journée entière, qui nous a un peu décrit de toutes ces actions pour faire tomber les panneaux publicitaires qui dégradent le paysage. Et pourquoi, avec Thierry, on a voulu parler de ce sujet-là aujourd'hui? Parce que c'est d'actualité sur Dijon, parce que le Grand Dijon, donc la communauté d'agglomération, va réécrire ou écrire les règlements locaux de publicité de chaque ville. Voilà, Dijon avait un règlement local de publicité, il y avait Saint-Apo, Quetigny, quelques autres. Et là, suite à des nouvelles normes, des nouvelles lois, toutes les villes vont avoir un règlement local de publicité. Donc voilà, il y a eu un audit. Donc pour harmoniser un peu tout ça, tous ces textes sur Dijon, le Grand Dijon a donc lancé un audit pour savoir un peu les panneaux qui étaient présents sur place, sur Dijon. Un document que j'ai sous les yeux, là, 150 pages, études de diagnostic et de règlements locaux de publicité en vue d'une meilleure intégration urbaine et paysagère des dispositifs existants et futurs. Bon, je ne vais pas vous faire la lecture parce que c'est un peu... voilà. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Beaucoup de choses. Alors, Pierre-Jean Delahousse l'a étudié en long, en large et en travers, entre autres.
Il a beaucoup rigolé, enfin des fois, pas toujours, parce qu'il y a beaucoup d'aberrations. Alors, quelques données dessus. Là, je dis eux, c'est la société Cadrecité qui a fait l'audit, a référencé 984 panneaux publicitaires sur Dijon, enfin sur l'agglomération. Voilà, je vous dis déjà ce chiffre-là parce que parallèlement, les Amis de la Terre et les Amis de la Terre Côte d'Or et l'association Coagule, logiciel libre, ont fait un recensement citoyen. Tout le monde peut participer, le recensement n'est pas terminé et sont déjà arrivés à 1350 panneaux sur l'agglomération. Voilà, vous avez compris. Donc il y a déjà plus de 350 panneaux qu'on a trouvé en plus que ce que a fait Cadrecité. Donc on est plus performant qu'eux et nous on coûte rien. Et donc on va décortiquer un peu ce qui se passe dedans. Et il y a des trucs assez sympas, on va pas rentrer dans tous les détails, hein. Mais voilà, donc ils ont fait des fiches aussi par panneau, les 984 panneaux, ils ont fait une fiche, savoir si le panneau était légal, pas légal, etc. Ce matin on a fait un petit tour dans Dijon, on est allé voir certains de ces panneaux, donc effectivement certains sont légaux, d'autres pas légaux. Ce matin, tu y allais à 5h du matin. Ah, mais on y va à n'importe quelle heure, les panneaux sont toujours là, tu sais. C'est le paysage, il change pas, hein. On est pas en direct. Mais... Ah, faut qu'on vous dise quelque chose. On ne fait plus du direct, on enregistre dans les conditions du direct. On n'a pas le droit à rater. Donc à chaque fois que Thierry me fait une boutade, et ben paf, je l'ai. Voilà, on coupe pas, on met tout. Mais voilà, donc on a fait un repérage quand même. Qu'est-ce qu'on peut y voir un peu dessus? Des trucs assez rigolos. Sur ce diagnostic? Ouais. Bon, rigolo, oui, c'est... Vaut mieux en rire, hein, des fois. Oui, on peut en rire, mais disons qu'il y a quand même un aspect que je trouve extrêmement choquant, c'est que c'est une étude, une espèce de compilation de lieux communs pour dire que la publicité, il faut qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit intégrée. Il n'y a aucune remise en cause sérieuse de la pollution engendrée par cet affichage. On ne dénonce à aucun moment, on ne dit pas les panneaux, qu'il y ait des panneaux tout le long d'une grande avenue de 12 mètres carrés scellés au sol et sur les murs, c'est moche, il faut faire quelque chose. Non, il n'y a rien. C'est complètement creux. Et c'est beaucoup plus grave que ça, je dirais, à la limite. C'est un faire-valoir pour la publicité. Quand on lit tout ça, on se dit, après tout, il n'y a pas de vrai problème, il n'y a qu'à laisser comme c'est. Bon, on aménage un tout petit peu, on enjolive un tout petit peu. Et puis c'est tout. Et puis les propos sont outranciers. On arrive à lire des phrases qui incroyables du style oui, il faut que la publicité participe à l'harmonie des lieux, etc. Enfin bon, non, c'est pas sérieux. Quand on veut faire une étude paysagère sérieuse sur l'affichage publicitaire, déjà on relève systématiquement ce qu'on pourrait appeler les points noirs ou les lieux extrêmement dégradés. Bon, c'est pas difficile à faire, hein. Moi je le fais en une journée. Bon, eux, ils ont pondu 150 pages pour nous dire que finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire, que quand on passait de 12 à 8 mètres carrés, c'était une grande avancée, alors que c'est une supercherie de dire ça, parce que quand on passe de 12 à 8 mètres carrés, en général, on vous remplace systématiquement le panneau qui était fixe par un panneau mobile et éclairé, avec des images défilantes. Donc effectivement, le gain est énorme, avec en plus des dispositifs très mastocs, etc. Donc cette étude, à mon avis, ne vaut pratiquement rien, parce qu'elle ne met pas le doigt là où ça fait mal. Il faut être beaucoup plus direct. Il faut dire qu'est-ce qu'on ne peut pas, quelle est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, qu'est-ce qu'on ne peut plus accepter, et nulle part ça n'apparaît. C'est-à-dire il y a des grandes orientations extrêmement vaseuses, du style, il faut se préoccuper de l'aspect, de la qualité des matériaux, y compris sur le plan écologique, tout ça, enfin du baratin. C'est la sauce habituelle qu'on sert aux gens pour faire passer justement les pires horreurs. Et puis en plus, moi je trouve un peu, il y a des lacunes très importantes dans ce constat. Ce qui aurait été utile n'est pas dit, et ce qui est inutile est dit. Alors, je peux donner un exemple. Par exemple, il y a une modification de la réglementation à partir du 13 juillet 2015 pour les panneaux publicitaires et un petit peu plus tard pour les enseignes, qui va changer radicalement la donne. Ça n'est même pas cité. Alors qu'il est absolument indispensable que ça soit intégré dans le futur règlement. Il y a un autre problème, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui nécessitait impérativement qu'on en parle, à savoir un certain type d'enseigne sur pied, dont le nombre actuellement, de par la loi, est illimité.
Donc un règlement, évidemment, doit absolument se préoccuper de prendre des mesures de façon à ce que, justement, la loi ne puisse pas être contournée. Bon, je ne peux pas entrer dans tous les détails, c'est très technique, mais manifestement, on a l'impression que ce sont des afficheurs, que c'est le syndicat des afficheurs qui a pondu ce rapport. D'ailleurs, ceux qui ont travaillé de Cadre Cité, c'est d'anciens afficheurs. Il suffit d'aller sur leur site web et puis on voit tout de suite. Alors, juste pour une anecdote ici, Thierry, avant que je te coupe. Ce document non mais j'anticipe, je te connais. Ouais. Ce document a été rendu à la presse le jour même, c'était très drôle, le jour même où Grenoble annonçait qu'ils allaient faire supprimer tous les panneaux, voilà, dont tout le monde a entendu parler. Donc Grenoble direction 0 panneau, et ce jour-là, Dijon, enfin le Grand Dijon, montrait le document en question pour dire bon, en gros, on va peut-être pas changer grand-chose. Enfin, c'était préconisation de cette société. Maintenant, reste à voir ce que va faire le Grand Dijon. Ça, c'est une autre histoire. Thierry, tu voulais, je t'ai coupé. Oui, non, c'était en écoutant, je me disais, effectivement, là où il y a la concentration la plus importante de panneaux, c'est aux entrées de ville, hein, on est d'accord. Mmh. Et sur Chenauve, c'est monstrueux. Et effectivement, c'est curieux parce que une entrée de ville, c'est quand même là où la ville accueille, hein, en quelque sorte, hein, la personne qui vient de l'extérieur, et donc ça devrait être une projection de l'image de la ville. En fait, elle est complètement prise en otage par les annonceurs, ce qui est curieux. Et ce qui est curieux, c'est que la ville en question se laisse faire, parce que finalement, elle projette une image qui consiste à dire j'ai beaucoup de commerce, donc je vais bien, ou un truc dans ce genre-là. Et c'est curieux qu'une ville n'ait pas envie de projeter autre chose que la seule, entre guillemets, dynamique commerciale, et qu'on n'ait pas plutôt, effectivement, une projection culturelle, enfin, tu vois, tout un tas de... Tu ne penses pas que c'est important, Dijon, citer la gastronomie, qu'on voit des panneaux pour Quick et McDo, ça doit rassurer les gens, non? En plus, oui, il y a des contradictions, effectivement. Mais c'est une prise d'otage, quoi, quelque part. Ce que j'apprécie beaucoup, moi, c'est qu'on est en plein dans du Charlie Hebdo. C'est-à-dire, on vous parle de gastronomie, de je sais pas quoi, là, l'expression cité de la gastronomie, et puis toute la ville est plâtrée d'affiches pour des McDo et compagnie. Donc, je vous aime beaucoup en faisant un bras d'honneur. Exactement, c'est exactement ça. Donc, et puis juste pour terminer, parce qu'on va devoir... Donc, pour terminer, oui, alors je voulais juste dire qu'on voit bien que les règlements de publicité, en fait, sont faits par les afficheurs, puisqu'on met les panneaux là où tout le monde passe. Pour le coup, oui, on en arrive là. Bon, sinon, ce que je voulais dire, c'est pour plaider un peu pour la cause de Paysages de France, c'est qu'il existe un site, vous aurez des informations régulières sur le site et la possibilité d'adhérer en ligne. Voilà, donc le site, il suffit de taper Paysages de France. Paysages de France avec un S à paysage, et même sans S, ça marche. Et puis donc, n'hésitez pas à adorer, allez-y, carrément. Et adhérer aussi. Et non, c'est important. Et puis, si vous voulez agir, on n'a pas rentré trop dans le détail sur Dijon, si vous voulez agir localement, donc soit rejoignez Paysages de France, vous pouvez aussi rejoindre les Amis de la Terre qui sont très actifs sur le sujet, les Amis de la Terre Côte d'Or. Voilà, de toute façon, les liens, les passerelles entre des associations marchent très bien. Et puis, interpellez votre maire, interpellez les élus, c'est le moment. Posez-leur des questions. Et juste, je vous rappelle qu'il y a 3 semaines de ça, les Amis de la Terre Côte d'Or et Paysages de France avaient organisé un atelier sur le paysage avec les élus et une conférence à Latitude 21. Eh ben, voilà. Merci beaucoup, Pierre-Jean Delahousse. Merci de votre accueil. Merci aux Amis de la Terre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours
c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves, donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Les cousins de Paris ont une drôle de façon. Ils mangent les pommes vertes, celles que je donne aux cochons.